Merci beaucoup Claire pour ces mots de bienvenue. Je me suis découvert effectivement un passé de foot que j'avais complètement oublié. Je pense que j'étais là sans doute pour l'après-match plutôt que pour le match. J'ai fait beaucoup de choses à l'Illéry, je ne me souviens pas de tout, je crois. Je me souviens que j'étais à l'Illéry, ça je m'en souviens très bien, ça laisse des souvenirs marquants. Et je me souviens d'avoir organisé des conférences d'ailleurs à l'Illéry. On faisait venir des gens de l'extérieur pour faire des petits points sur différents sujets. C'était toujours utile d'avoir un contact avec le monde extérieur et on avait du mal à avoir des anciens élèves de l'Illéry, mais on avait quand même du monde qui venait nous voir. Merci pour les mots d'introduction. Moi je suis très content d'être là déjà, de rencontrer les nouvelles générations d'Illériens. Et je suis venu il y a 2 ou 3 ans, je crois, quand j'étais chez Areva. Donc ça devient une habitude, et je le fais toujours avec goût. J'avais apprécié la dernière rencontre avec les étudiants parce que j'avais trouvé que vous étiez plus interactifs et plus réactifs que nous on était. On était plutôt un peu statique dans la salle. Bon, c'est une autre génération, je crois que c'est tout simplement ça. Oui, effectivement, j'ai passé 4 années à l'Illéry. On avait 2 années de tronc commun et puis 2 années de spécialisation. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait un service militaire. À l'époque, il y avait encore un service militaire. Et on pouvait faire des choses intéressantes dans le service militaire. Et puis ensuite, un DEA, donc un Master 2 à la Sorbonne, à l'UFR de sciences politiques et en relations internationales, qui était extrêmement intéressant. Et puis j'avais essayé d'apprendre l'arabe à l'Illéry, mais j'ai passé le concours d'Orient avec le turc. Bon, j'ai pas persévéré dans l'arabe et j'ai appris le turc en Turquie parce que c'était plus facile. Et vraiment d'être immergé, j'avais trouvé que c'était vraiment la bonne façon d'apprendre une langue. Alors la plus-value de l'Illéry, c'est aussi des langues. Moi j'avais consolidé mon allemand à l'Illéry. La greffe arabe n'avait pas prise, mais il y avait quand même le goût pour les langues orientales qui étaient restées. Je crois que de mon parcours à l'Illéry, pour dire quelques mots là-dessus, voilà, il en reste un réseau. Je garde un réseau d'amis. Je garde aussi cette dimension internationale, ce brassage culturel. On avait pas mal d'étudiants étrangers à l'Illéry. De tous les continents d'ailleurs, c'était assez frappant. Et ça, c'était, pour moi qui arrivais de province, c'était vraiment une autre dimension très enrichissante. Et qui a permis ensuite de décrocher des stages un peu à droite à gauche et d'avoir de premières expériences professionnelles. Aujourd'hui, donc à l'initiative de Claire, je suis venu pour vous parler de la France et de l'OTAN. Sujet dont je m'occupe depuis 1 an. Je suis arrivé en effet à la délégation française auprès de l'OTAN en août de l'année dernière. Alors c'est un petit peu cohérent, comme l'a dit Claire, avec mon parcours antérieur. Je me suis un peu spécialisé sur les questions de sécurité et des affaires stratégiques. C'est un petit peu la caractéristique des diplomates au Quai d'Orsay. On a ce qu'on appelle des filières, c'est-à-dire qu'on se spécialise dans 1, 2, 3, 4 sujets qui se retrouvent un petit peu dans un parcours à différentes étapes. Et pour moi, il y a cet aspect turc que je n'ai pas encore eu l'occasion de valoriser, malheureusement. Donc je perds petit à petit ma connaissance du turc, mais il y a bien un jour où on pensera à m'envoyer en Turquie. Et en rentrant au Quai d'Orsay, on m'avait dit qu'est-ce que vous voulez faire, plutôt des affaires européennes, plutôt des affaires stratégiques. J'avais réfléchi, mais dit tiens, les affaires stratégiques, c'est quand même assez sympathique, c'est intéressant. Il y a des choses, c'était en 2000, et je me suis dit, voilà, affaires stratégiques, allons-y. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé dans ce domaine-là et que je continue, avec une dimension bilatérale. C'est une des distinctions dans la carrière diplomatique. On a eu 2 diplomaties qui sont assez différentes, la diplomatie bilatérale et la diplomatie multilatérale. La bilatérale, c'est les relations avec un autre pays. C'est la diplomatie assez classique en réalité. Et la diplomatie multilatérale, c'est représenter les intérêts de son pays dans une organisation internationale. Et en l'occurrence, c'est l'OTAN. Et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les enjeux à l'OTAN. Peut-être
quelques questions et quelques idées pour cette intervention. Je vais vous dire plusieurs choses. Pourquoi la France est pays membre fondateur de l'OTAN. Pourquoi je vous rappeler que le général de Gaulle n'est pas le père de l'arme nucléaire française. Je voudrais essayer de casser un peu quelques clichés bien ancrés. Je voudrais aussi vous expliquer pourquoi Nicolas Sarkozy a pris la décision de retourner dans la structure intégrée de l'OTAN et non pas dans l'OTAN, n'a jamais quitté l'OTAN, et puis pourquoi aujourd'hui en réalité le président Poutine est un peu le meilleur ami de l'OTAN, un peu à son insu, on va voir. Je crois qu'il faut faire un petit retour en arrière sur l'OTAN. L'OTAN, c'est quand même l'instrument l'OTAN a été créé par le traité de Washington de 1949, s'inscrit vraiment dans ce contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale, avec à la fois les valeurs qui émergent de la Deuxième Guerre mondiale et qui vont se transformer dans la charte de l'ONU, c'est les valeurs de la charte de l'Atlantique, et les valeurs qui vont aussi se traduire par la construction européenne. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans cette recherche d'un nouveau progrès, d'une nouvelle dynamique, d'une coopération et aussi d'une sécurité, puisque la guerre froide commence dès 1947, elle s'accentue vraiment en 1948 avec le coup de Prague, et on se cristallise à ce moment-là la défense de l'Europe avec le traité de Bruxelles. C'est déjà la première étape. On a un peu oublié maintenant mais je vois Jean-Louis Burban qui connaît tout ça par cœur, mais le traité de Bruxelles, c'était la première esquisse d'une défense européenne, avant même l'OTAN, et les parties au traité de Bruxelles vont être celles qui vont, en 1949, cristalliser ce traité de Washington et ramener les États-Unis dans une attitude de protection de l'Europe. Le Canada sera aussi intéressé pour ne pas se trouver dans une situation dans un dialogue un peu étouffant avec les États-Unis. Et puis avec ce cœur de pays, dont faisait partie la France à l'origine, vont s'agréger un certain nombre d'autres pays, mais le cœur de l'Alliance Atlantique, au début, c'est donc France, Royaume-Uni, le Benelux et États-Unis, Canada. Et puis ensuite vont s'agréger d'autres pays. Mais les premières années de l'OTAN, c'est d'abord une alliance d'un traité. C'est un traité d'une alliance classique, c'est-à-dire d'une solidarité défensive, et vont s'agréger autour de ça d'autres pays. Mais le cœur sera vraiment atlantique. Vous voyez cet axe nord-américain, Royaume-Uni, Benelux, c'est vraiment l'axe atlantique des débuts de l'OTAN. Bon, alors la construction européenne continuera à faire des progrès avec d'une part le plan Monnet et puis les essais pour la communauté européenne de défense qui échoue par le rejet de la France du projet. Et l'OTAN va se développer avec un mot d'ordre qui était formulé par le premier secrétaire général de l'OTAN, Lord Ismay, qui dit Keep the US in, the Soviets out and the Germans down. Parce qu'à l'époque, les Allemands ne sont pas dans l'OTAN au début, c'est la puissance vaincue, c'est le pays qui reste suspect, c'est le pays qui n'a plus d'armée, c'est le pays qui est occupé, qui est divisé, et qui restera d'ailleurs occupé très longtemps, au-delà même de son retour en 1955, son réarmement et son retour en 1955 dans l'OTAN. Donc, progressivement se constitue cette alliance qui va se structurer sur la base du traité en une organisation. Ce ne sera pas le cas tout de suite, mais ce sera le cas au début des années 50, 52. Et là, la France est pleinement une puissance atlantique, mais faible. Souvenez-vous de ce qu'est la France dans les années 50. La France des années 50, c'est un pays extrêmement affaibli, qui a été très largement détruit, qui a une instabilité politique, et dont le rôle du président du Conseil, c'est d'aller régulièrement à Washington pour demander de l'argent. Donc on n'est pas du tout dans la posture des années 60. Et qu'est-ce qui va changer? C'est à la fois la révision de la Constitution qui fait que
la France se dote d'une constitution solide, d'institutions solides et d'un pouvoir décisionnel solide, et puis l'arrivée de la dissuasion nucléaire qui va donner une autonomie stratégique à la France avec le premier essai nucléaire en 60. Et donc, je disais tout à l'heure, le général de Gaulle n'est pas le père de l'arme nucléaire. Il a bien compris l'intérêt de l'arme nucléaire, en revanche. Mais l'arme nucléaire, c'est le fruit d'un projet qui a commencé bien avant l'arrivée du général de Gaulle, sous la 4e République. Donc, voilà, on arrive un petit peu à la date de rupture où la France du général de Gaulle se dit, voilà, nous sommes dans la logique des blocs, nous sommes dans la guerre froide, les orientations stratégiques américaines ne nous plaisent pas, il y a la stratégie des représailles massives qui implique qu'on se retrouve dans un schéma pour lequel il y a peu de marge de manœuvre. Et face au bloc de l'Est, cela dit, le général de Gaulle a toujours été, quand il y avait des vrais enjeux de sécurité qui ont engagé l'ensemble de la sécurité de l'Europe, a toujours été du côté de l'Alliance. Pour lui, l'Alliance existait. Lorsqu'il a pris la décision en 1966 de retrait de la structure intégrée, c'était pour dire nous voulons l'autonomie sur nos forces, nous ne voulons pas que nos forces soient placées en permanence sous commandement américain. Et nous voulons pouvoir décider et sortir de cette logique des blocs. Donc, que la voix de la France puisse être entendue en dehors de cette logique d'alignement dans les blocs. Donc, cette décision du général de Gaulle, elle ne peut pas avoir lieu avant, puisque le général de Gaulle attend d'avoir une autonomie stratégique pour asseoir la décision. Et quand il prend la décision, il prend bien soin de confirmer que la France reste dans l'Alliance Atlantique, reste un allié. Et il montrera qu'il est un allié solide, notamment dans la crise des missiles de Cuba, où il apportera son soutien aux États-Unis. Et puis, donc, après le retrait de la France de l'OTAN, de la structure intégrée, ce qui va changer, c'est que, voilà, il n'y a plus de force de l'OTAN en France. Le siège de l'OTAN était à Paris, c'est le bâtiment de l'université de Dauphine. C'était avant au Palais Chaillot, une partie du Palais Chaillot qui a disparu. C'est l'université de Dauphine. Si vous allez à Dauphine, vous verrez, il y a encore les étoiles de l'OTAN sur les grilles d'entrée de Dauphine. Et ce qui est le shape aujourd'hui, les quartiers généraux des puissances alliées en Europe, étaient à Fontainebleau, puis à Rocancourt. Et donc on avait des forces américaines, des bases américaines en France. C'est une réalité qu'on a complètement oubliée, parce que c'est tellement vieux, mais c'était une réalité. Et le général de Gaulle dit, il écrit une lettre au président Eisenhower en mars 1966, et il dit, bonne nouvelle, on reste dans l'OTAN, mauvaise nouvelle, vous partez avant la fin de l'année. C'était quasiment aussi sec que ça. Et donc l'OTAN est parti à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, on est dans cette période de guerre froide jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et on trouve des arrangements pour que la France participe à la définition des concepts stratégiques, participe aux discussions politiques dans l'Alliance, garde des représentations militaires auprès de la structure militaire sans y mettre des militaires, des officiers. En fait, on reste dans cette position jusqu'à la fin de la guerre froide et aux guerres de Yougoslavie. Et au moment des guerres de Yougoslavie, le président Chirac se dit, voilà, l'ONU n'y arrive pas, l'Union européenne n'a pas les moyens, il faut être pragmatique. L'institution qui peut projeter des forces, dans les Balkans, et c'est la Bosnie, avec la SFOR et l'IFOR, eh bien c'est l'OTAN. Et c'est comme ça qu'on participe, et on fournit même à un moment le premier contingent européen dans les opérations de l'OTAN dans les Balkans. Et puis ce sera ensuite l'opération au Kosovo en 1999, l'opération au Kosovo qui continue toujours. Il y a toujours 4200 militaires de l'OTAN au Kosovo. C'est les forces de la KFOR,
qui sont des forces donc, constituées par les différents pays membres de l'OTAN sur une base volontaire. Et aujourd'hui, le gouvernement serbe est très content que ces forces de l'OTAN soient au Kosovo pour maintenir la stabilité. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les années 90, on va essayer aussi de participer davantage à la décision à l'intérieur de l'OTAN. On va aussi avoir de nouvelles dimensions avec ce développement de la partie opération de l'OTAN, puisque l'OTAN à l'origine c'est une institution de défense collective, donc c'est un traité de défense contre une menace. Alors je reprends les missions d'origine de l'OTAN. C'est une alliance défensive qui repose sur les mécanismes de l'article 5. Donc une attaque contre un des membres déclenche est une attaque contre tous et peut déclencher une réaction de l'ensemble des pays membres de l'Alliance. Et donc, l'idée d'origine, c'est la protection face à la progression communiste et le bouclier du monde libre. Donc il y a cette idée, il y a aussi cette idée de valeurs qui sont inscrites dans le traité le traité de Washington. Et valeurs sur lesquelles, d'ailleurs, au dernier sommet de l'OTAN à Varsovie en mois de juillet, l'accent a été remis. Et là, ça visait spécifiquement un certain nombre de pays. Le président Obama a lourdement insisté sur cette question des valeurs. Vous savez qu'il est assez préoccupé par l'évolution et la montée des populismes en Europe. Et il a insisté sur cette dimension valeur. Donc, je reprends la mission historique de l'OTAN, c'est la défense collective. La mission qui s'est développée à partir des années 90, c'est une nouvelle dimension qui ne remplace pas la précédente, qui s'ajoute, qui est ce qu'on appelle la gestion de crise. Comment on projette des forces pour, en dehors du territoire de l'Alliance, faire du maintien de la paix, de la gestion de crise, de la stabilisation, de l'action armée en vue d'obtenir une situation politique. Et puis il y a un troisième volet qui s'est développé qui est le partenariat. Comment on développe des coopérations avec des pays en dehors de l'Alliance. C'est le partenariat pour la paix avec des coopérations, réforme des systèmes de défense, modernisation des forces, aide pour différents domaines. Alors, ces trois dimensions continuent de se développer. Ce qu'on constate depuis les dernières années, et on a essayé de développer le dialogue avec la Russie dans les années 2000, fin des années 90 et 2000, en essayant de développer un partenariat avec la Russie. Aujourd'hui, ça nous paraît assez loin, mais la Russie a envoyé des contingents de des opérations de l'OTAN dans les années 90-2000 en Bosnie, notamment. C'est quelque chose qu'on a oublié, mais qui nous paraît assez lointain vu l'état de crispation aujourd'hui. Mais c'était une autre dimension, et on a construit donc ce qu'on a appelé l'acte fondateur OTAN-Russie en 1997, qui développe donc cette logique de partenariat, de dialogue et de coopération concrète. Alors, tout ça a été remis en cause par la crise ukrainienne, où l'OTAN a réagi, c'est le sommet du Pays de Galles, en adoptant une posture plus défensive. C'est l'adaptation au nouveau contexte de sécurité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? Dans les questions que je soulevais à l'origine, je disais pourquoi le président Sarkozy a décidé de revenir dans la structure intégrée de l'OTAN. Lui qui appartient à la famille gaulliste aurait pu, il y avait un débat là, au sein de la droite pour savoir si c'était une décision opportune ou non. Mais le constat était de dire, premièrement, l'OTAN fait des opérations. Il y a aussi, après la Bosnie et le Kosovo, il y a eu l'Afghanistan. Au maximum d'opérations de l'OTAN en Afghanistan, c'est 120 000 hommes, c'est pas rien. C'est énorme, et aucune autre institution n'est capable de le faire. Et la France a participé.
Et donc le constat du président Sarkozy, c'est de dire nous participons aux opérations, mais nous ne sommes pas dans la chaîne de commandement de l'OTAN, donc nous ne pouvons pas peser sur les décisions dans toute la continuité du processus de la chaîne militaire. Ça, c'était une raison. La deuxième raison, c'est le retour de la France dans l'OTAN sert aussi à peser et à faire valoir nos positions politiques. Pas seulement, c'est pas que seulement une question de prise de décision militaire, mais c'est aussi une question de vision politique. Quelle est la stratégie que nous voulons que l'OTAN adopte? Si on veut pouvoir peser, il faut être présent. Et donc il faut jouer la carte de l'influence avec un certain nombre de précautions. La question de l'autonomie stratégique de la France a été clairement posée en disant que les forces nucléaires françaises restent sous une pleine autonomie française. Il n'est pas question que l'OTAN ait un droit de regard sur les forces nucléaires françaises. La décision nucléaire française reste la décision du président de la République et elle ne peut pas être elle ne peut pas subir une contrainte extérieure. Elle reste dans les moyens et dans la décision, une décision purement nationale. C'est la poursuite de l'autonomie stratégique française. Alors, on peut aujourd'hui peut-être se pencher sur ce qu'est l'OTAN en 2016. D'abord, c'est une institution qui a fait ses preuves dans les opérations. Je crois qu'on a maintenant des opérations qui sont derrière nous dans les Balkans. Il reste l'opération Kosovo, comme je l'ai mentionné, qui est là pour stabiliser sur le long terme et permettre aussi qu'une action civile puisse s'organiser. C'est l'action de l'Union européenne, qui est très large sur le renforcement des structures d'état de droit, le développement d'une économie, la mise en place des pouvoirs publics. Tout ça ne peut pas se faire sans sécurité. L'OTAN a aussi fait ses preuves en Libye. Alors on pourra discuter de Libye, mais on ne peut pas dire que l'opération militaire a été un échec. L'opération militaire a été réussie. Ce dont on peut discuter, c'est ce qui s'est passé après. Il y a peut-être là manqué un processus politique pour, comme on le dit, gagner la paix ensuite. Et puis il y a toujours l'opération d'Afghanistan, compliquée, avec le passage d'une opération armée militaire à une opération qui est plus un accompagnement des forces afghanes, une formation des forces afghanes pour que le pays assume lui-même sa sécurité. Alors aujourd'hui, ce que la France voit de longtemps, c'est d'abord la possibilité pour les forces européennes d'être interopérables. C'est-à-dire que l'OTAN définit des normes et définit un modus vivendi, une façon de travailler ensemble, qui est utilisée après par l'Union européenne. Les normes entre militaires dans les opérations de l'Union européenne qui sont utilisées, la façon dont on communique, la façon dont on travaille ensemble, c'est les normes de l'OTAN. Et ça, c'est vraiment une plus-value de l'OTAN d'apporter cette capacité d'interopérabilité. Aujourd'hui, on voit d'une façon générale une certaine fatigue envers les opérations. On voit bien l'opération en Afghanistan se réduire. On voit bien dans les Balkans un effort pour se désengager. Il y a peut-être moins de besoins et on voit bien moins d'appétit aussi pour s'engager dans les conflits du Proche et du Moyen-Orient. Donc il y a aussi une certaine fatigue opérationnelle des alliés. Je crois que les engagements des dernières années ont été lourds. On voit bien, ça se traduit dans les processus de décision. Vous voyez la décision des Britanniques pour s'engager en Syrie. Ça a été extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, l'OTAN réfléchit à 2 fois avant de s'engager dans les opérations. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de l'OTAN. L'Union européenne a développé de son côté
toute une politique avec des opérations qui ont plutôt bien marché. Atalante, par exemple, pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie, a bien fonctionné. Et puis, la plus-value de l'Union européenne, c'est aussi de pouvoir allier des moyens militaires à des moyens civils. Ça offre des perspectives plus larges en matière de stabilisation dans un certain nombre de pays. Donc une palette d'outils qui est plus large. L'OTAN garde un savoir-faire qui est militaire, avant tout militaire, avec une structure militaire. Donc c'est vraiment une institution qui est surtout dédiée à la défense collective. Aujourd'hui, la défense collective des Européens, c'est d'abord l'OTAN. Donc voilà, l'interopérabilité, la question des opérations, et puis je crois il y a aussi un aspect plus politique de la famille européenne, avec les valeurs communes qui sont celles de l'OTAN, qui sont celles de l'Union européenne, bien sûr, mais qu'on a un peu perdu de vue parce que c'est dans le paysage, mais qui sont quand même importantes. L'expansion de l'OTAN a quand même, de même que l'expansion de l'Union européenne, a quand même attiré un certain nombre de pays dans des valeurs avec un certain nombre d'exigences pour l'entrée dans les deux institutions. Des exigences en termes d'état de droit, de démocratie, de pluralité politique, de pluralité des sources d'information, une dynamique qui permet de promouvoir des valeurs et qui augmente au final la résilience propre des États face aux tentatives de déstabilisation. Dans le retour de la France dans la structure intégrée, il y avait aussi une dimension franco-américaine. À l'époque, le président Sarkozy, c'est sans doute un des plus pro-américains que la France ait eu. Et il y avait aussi le pari que, se rapprochant des États-Unis, on allait pouvoir faciliter le développement de l'Europe de la défense. Ce qui a été le cas, mais les progrès ont été limités. Les progrès continuent. L'Europe de la défense, c'est un peu la tactique des petits pas en avance progressivement, et il y a encore des propositions qui viennent d'être mises sur la table, et on voit qu'avec l'élection de Donald Trump, il va y avoir probablement, la politique de Trump est assez imprévisible vu les positions assez divergentes qu'il a prises sur beaucoup de sujets, mais ce qu'on voit, il y a un certain nombre de constantes, c'est un souhait de voir les Européens s'investir davantage sur leur sécurité et de fournir eux-mêmes davantage d'efforts. Et la critique vise aussi l'OTAN. L'OTAN, c'est une structure assez confortable pour un certain nombre de pays, pour être protégés. Et alors on n'était plus dans une situation de guerre froide. On est maintenant dans une situation un peu plus tendue après la crise ukrainienne et la politique plus agressive de la Russie. Donc cette dimension doit être prise en compte, et elle l'est avec les décisions des deux derniers sommets, le sommet du Pays de Galles et le sommet du Pays de Varsovie, où au Pays de Galles on a décidé d'avoir une force de l'OTAN plus réactive, et au sommet de Varsovie d'avoir le prépositionnement d'unités de pays membres de l'OTAN dans les pays baltes et en Pologne, qui a une vocation dissuasive. Donc il y a cette dimension qui continue d'être développée. Pour autant, l'Europe de la défense, elle aussi, continue de se renforcer, avec les initiatives pour à la fois renforcer les financements. C'est l'idée d'étendre le plan Juncker au domaine de la défense, c'est l'idée d'avoir maintenant des crédits pour la recherche en matière d'armement. Et puis, c'est aussi l'idée à terme que l'Union européenne aura besoin de se doter d'une capacité de planification et de conduite d'opération qui lui manque, parce que quand l'Union européenne fait une opération aujourd'hui,
eh bien, on prend un quartier général dans un pays et on dit, ben voilà, vous allez organiser cette opération. Et le quartier général en question, c'est un assemblage d'officiers de différents pays qui n'ont pas travaillé forcément ensemble avant, qui doivent apprendre à travailler ensemble, qui doivent rédiger un plan, qui partent en réalité de quasiment zéro. Donc on voit bien la difficulté, quand on part de zéro, pour planifier une opération. C'est extrêmement difficile, c'est long, ça marche, mais c'est difficile et c'est long. Donc, sans doute, un des développements de l'Europe de la défense, ça sera d'avoir cette capacité de planification et de conduite d'opération. Ce qui ne veut pas dire une duplication de ce qui existe dans l'OTAN, mais un renforcement de la capacité de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un projet plus large, c'est un projet qui vise des dimensions quasiment complètes de la vie et de l'action publique, alors que l'OTAN est une alliance militaire. L'Union européenne est une institution avec un parlement, avec des États, avec des pouvoirs supranationaux, ce que l'OTAN n'est pas. L'OTAN, c'est l'instrument des nations. Et j'en reviendrai à mon dernier point. Comment marche l'OTAN? Eh bien, l'OTAN, c'est une institution des nations. Comme je le dis, il y a le Conseil de l'Atlantique Nord, où se prennent les décisions. C'est l'organe de contrôle, c'est un peu le Conseil de sécurité de l'Alliance, mais où sont non pas représentés un petit nombre de pays, mais tous les pays membres de l'Alliance, aujourd'hui ils sont 28, qui prennent les décisions. C'est le contrôle politique aussi sur la partie militaire. Le politique prime toujours sur le militaire. Et c'est le contrôle politique sur les moyens militaires et sur la chaîne militaire. Et alors ensuite, vous avez un certain nombre de comités, dont le comité militaire, qui rend compte au Conseil de l'Atlantique Nord, et puis cette chaîne de commandement militaire avec deux grands commandements. Aujourd'hui, le commandement allié pour les opérations, qui est basé à Mons, et puis le commandement allié pour la transformation, qui est basé à Norfolk, et qui est dirigé par un général français. Et ça, c'est aussi un des éléments du retour de la France dans l'OTAN de 2009. On a un des deux grands commandements de l'OTAN. Et puis, on a aussi un état-major international qui est au siège à Bruxelles. Et donc, cette machine fonctionne à faire des plans, à préparer des opérations, à préparer des partenariats et à organiser les moyens de la défense collective, des opérations et des partenariats.